Donc effectivement, je vais aborder la problématique de l'interaction entre cardiologie et pathologie, entre le cœur et le foie. Et initialement, le sous-titre, c'était gestion des médicaments périprocédure. Pour être tout à fait honnête, j'avais pas grand-chose à dire. Et du coup, on a fait évoluer un petit peu. Et l'idée était de voir quelles sont les situations d'interaction. Et vous allez voir que je vais insister sur les situations d'interaction où potentiellement nous, cardiologues, sommes sollicités. Et je vais vous montrer comment on réfléchit et comment on essaye de répondre à la question pour lesquelles on est sollicité. En fin de présentation, j'aborderai les situations où nous, on vous sollicite. Et vous verrez que je ne sais pas y répondre, parce que sinon, on ne vous solliciterait pas. Alors, j'ai fait mercredi avec Christophe Buron, on a fait une présentation en duo sur la problématique de l'interaction cœur-foie, et je suis désolé pour ceux qui étaient là parce que je vais devoir juste faire un court rappel parce que je crois que c'est essentiel de comprendre cette interaction pour ensuite comprendre la suite de cette présentation. Et cette interaction, elle pourrait paraître complexe et elle débute par une problématique qui n'est pas tellement cardiaque, une problématique essentiellement vasculaire que vous connaissez bien, qui est une problématique essentiellement de chute des résistances artérielles périphériques avec notamment une anomalie du métabolisme du NO qui fait qu'on va avoir cette chute des résistances et un hyperdébit compensateur qui est un hyperdébit purement réactionnel et puis surtout la mise en jeu de systèmes d'adaptation neuro-hormonaux que nous connaissons bien dans l'insuffisance cardiaque, que sont le système rénine-angiotensine-aldostérone, qui est le système nerveux sympathique et l'ensemble amenant à un remodelage ventriculaire, l'apparition d'une fibrose, puis une dysfonction ventriculaire qui va être initialement diastolique et qui peut tout à fait être masquée sur les phases initiales, puis secondairement systolique. Et donc cette cardiomyopathie, les critères diagnostiques sont là, ils ont pas un énorme intérêt, vous focalisez pas et vous vous concentrez pas là-dessus, mais simplement pour rappeler que on peut avoir une dysfonction systolique, mais aussi et beaucoup, et c'est ce qu'on voit le plus, une dysfonction diastolique qui va être masquée sur une approche un petit peu standard et qui va nécessiter, vous voyez, des termes un peu barbares, la vitesse de l'onde prime septale, le surprime, le volume indexé de l'oreillette gauche. Enfin, on est obligé d'employer des trucs un peu compliqués, sinon on ne servirait pas à grand-chose. Et donc, on en arrive à ces situations où des pathologies qui vont nécessiter l'avis du cardiologue. Et c'est cette situation que je vais essayer de détailler. Et puis, je vais essayer d'y réfléchir devant vous pour voir si ça paraît compréhensible et si je dis pas trop de bêtises. Alors, la première situation que vous, je crois, rencontrez de temps en temps est la problématique de l'hypertension pulmonaire. Attention, je mettrai HTP, et donc pas hypertension portale, mais hypertension pulmonaire. Et cette hypertension pulmonaire, elle est hyper banale, en fait, nous, de notre point de vue, parce que la plupart du temps, elle est purement fonctionnelle. Et purement fonctionnelle, pourquoi ? Parce que je vous ai parlé de cet hyperdébit dû à la chute des résistances artérielles qui fait que ce cœur, physiologiquement, pour compenser la chute des résistances et maintenir un niveau de pression suffisant, va se mettre à mouliner à fond. Et le fait qu'il mouline à fond, si vous vous souvenez de la loi d'Ohm quand vous étiez au lycée, U égale RI, c'est exactement la même chose en biologie, pression égale débit par résistance. Et en fait, vous allez faire monter artificiellement la pression en augmentant le débit. Alors vous allez me dire, oui, mais les résistances chutent, ça devrait faire une pression normale. Oui, sauf que ce sont les résistances artérielles systémiques qui chutent le plus. Et comme le débit droit est égal au débit gauche, eh bien vous avez un hyperdébit droit qui n'est pas compensé par la chute des résistances pulmonaires et qui fait que vous vous retrouvez face à une hypertension pulmonaire qui est purement fonctionnelle. Purement fonctionnelle, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de problème de résistance au niveau des capillaires pulmonaires et donc finalement c'est dû simplement à de l'hyperdébit et c'est beaucoup moins embêtant que les autres. Donc ça c'est la première situation qu'on peut rencontrer sur laquelle on est sollicité en nous disant tiens ce patient on nous signale qu'il a de l'hypertension pulmonaire, qu'en est-il ? La deuxième situation, ça va être l'hypertension pulmonaire dite post-capillaire. Post-capillaire, en fait, ça veut juste dire que c'est pas un problème pulmonaire, c'est un problème purement ventriculaire gauche. C'est dû finalement à une problématique qui se situe au niveau du ventricule gauche. Et au niveau du ventricule gauche, je viens de vous le dire dans la cardiomyopathie du sirotique, on a deux possibilités, la dysfonction diastolique ou la dysfonction systolique. Dans les deux cas, c'est une problématique purement ventriculaire gauche. Et nous, les cardios, on n'est pas hyper malins, on les fait pisser et puis ça s'arrête là. L'autre situation qui est, pour le coup, que vous connaissez probablement, où vous maîtrisez beaucoup plus les choses que nous, c'est le syndrome hépatopulmonaire. Et là, le syndrome hépatopulmonaire, d'ailleurs, il n'y a pas tout le temps d'hypertension pulmonaire, mais de temps en temps, on la voit, avec un phénomène qui est une hypertension pulmonaire, qui existe, qui est purement fonctionnel aussi, qui est dû à de l'hyperdébit, mais surtout l'apparition de shunt intrapulmonaire, souvent avec un retentissement clinique, avec une désaturation du fait de ce shunt et d'un passage de sang pauvre en oxygène dans le circuit artériel. Et puis, ce qu'on fait à l'échocardiographie,
ce qu'il faut exiger de vos praticiens, à savoir un test aux bulles. Et ce test aux bulles, les bulles vont passer via le shunt pulmonaire au niveau de la circulation systémique. Et vous voyez ces microbules qui apparaissent dans le ventricule gauche et qui signent la présence d'un shunt sans préjuger de sa localisation. Ceci étant, le fait qu'il y ait un passage plutôt tardif des bulles est en faveur d'un shunt intrapulmonaire. Et puis enfin, dernière situation, ça va être une situation beaucoup plus rare. Le syndrome hépatopulmonaire, il est décrit comme étant, il y en a qui vous disent c'est 4%, il y en a qui vous disent c'est un tiers des patients. L'hypertension portopulmonaire, tout le monde s'accorde à dire que c'est rare et c'est plutôt inférieur à 5% des patients. Et là, pour le coup, on est sur un mécanisme purement d'hyperdébit au niveau des capillaires pulmonaires qui fait qu'on a une altération de la compliance des capillaires, on a une rigidification pariétale, une augmentation des résistances et là, on se retrouve sur une véritable hypertension pulmonaire, précapillaire et anatomique. Enfin, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire telle qu'on l'entend, l'HTAP, avec une véritable altération du lit capillaire pulmonaire. Et donc, nous, tout ça, en fait, un des moyens d'y répondre, outre l'échocardiographie, c'est surtout de faire un cathétérisme cardiaque droit qui va nous permettre d'avoir les PCP, ou ce qu'on appelle la PAPO, c'est-à-dire la pression artérielle pulmonaire occluse, qui finalement est un reflet de la pression dans l'oreillette gauche, qui va nous permettre d'avoir la pression dans l'artère pulmonaire, et en faisant la différence entre les deux, eh bien, on obtient le gradient transpulmonaire, c'est-à-dire on a le gradient de pression au travers de ces capillaires pulmonaires. Et si ça, vous le divisez par le débit cardiaque, eh bien, vous retombez sur la loi d'Ohm que j'ai montrée tout à l'heure, et c'est pas pour rien, et qui vous donne les résistances artérielles pulmonaires. Et à partir de là, à partir de ce cathé droit, eh bien, on est capable de faire la différence entre ces différentes entités. On a une hypertension pulmonaire à 20 mm de mercure. Peut-être que ça en choquera certains, parce qu'avant, c'était 25, mais maintenant, le seuil a été abaissé. Donc, hypertension pulmonaire avec une PAPM à 20 mm de mercure. Elle est fonctionnelle quand finalement, on a un débit cardiaque qui est haut, mais des résistances qui restent basses. J'ai mis résistance artérielle pulmonaire inférieure à 3 unités Wood. Et puis, elle est post-capillaire quand la PCP, c'est-à-dire la pression capillaire pulmonaire, est supérieure à 15 mm, ce qui relève d'une élévation des pressions au niveau du ventricule gauche. C'est un syndrome hépatopulmonaire quand les résistances sont basses, le débit est haut et en plus vous avez un retentissement fonctionnel par désaturation. Et puis c'est une hypertension portopulmonaire quand les PCP, c'est-à-dire la pression au niveau de l'oreillette gauche, est basse et la PAPM est haute. Et j'aurais dû rajouter, je ne l'ai pas fait, je m'en excuse, que les résistances sont ascensionnées. Tout ça pour vous dire que finalement, une situation d'hypertension pulmonaire, ce n'est pas qu'une situation, c'est un ensemble d'entités fonctionnelles, voire anatomiques derrière, qui vont nécessiter des explorations complémentaires. Dans un cas, on les fait pisser, ça les cardiologues le font très bien. Dans un autre cas, il faut utiliser des traitements spécifiques de l'hypertension artérielle pulmonaire. Comme nous, on est nuls, c'est les pneumologues qui le font, en tout cas chez nous. Et dans d'autres cas, il faut transplanter le foie, parce que je crois que sinon, ça devient casse-gueule. Et puis, conséquence à ne pas négliger, c'est l'insuffisance tricuspide fonctionnelle. Et cette insuffisance tricuspide fonctionnelle, elle vient du fait que, quelle que soit l'étiologie de votre hypertension pulmonaire ou de votre surcharge du ventricule droit, vous avez un ventricule droit, vous le voyez sur l'image de gauche, qui est très sensible à la post-charge, à savoir dès que la charge augmente, il va souffrir et se dilater. Et en se dilatant, l'anneau se dilate et vous avez une insuffisance tricuspide qui apparaît. Et ça, ce sont des choses, j'ai le souvenir d'une patiente qui avait une insuffisance tricuspide de haut grade, qui était cirrhotique, qui devait avoir une transplantation et bien évidemment personne ne voulait la transplanter avec une insuffisance tricuspide de haut grade et en fait en la diurétiquant, c'est ce qu'on fait de mieux, en la diurétiquant, en arrivant à la mettre en euvolémie, en arrivant un petit peu à normaliser cet hyperdébit, eh bien on a réussi à la faire disparaître complètement et c'est en ce sens qu'on définit cette insuffisance tricuspide par un caractère fonctionnel, c'est-à-dire il n'y a rien d'organique là-dessous, c'est purement fonctionnel. Alors ensuite, pour dépasser la problématique de l'hypertension pulmonaire, l'autre situation où on va souvent nous demander notre avis, c'est l'évaluation sur les patients que vous devez tipser, puisque la question qu'on nous pose, c'est est-ce que si je tipse ce patient, eh bien il y a un risque de décompensation. Alors je vous rassure tout de suite, nous on n'est pas là pour contre-indiquer le tips, on est là pour accompagner dans la procédure en disant mais ce patient, peut-être que ça va être un peu plus casse-gueule que celui-ci.
Et des études montrent ici sur de la cirrhose alcoolique que, en fait, si vous regardez avant et après TIPS, eh bien, vous voyez que le TIPS va dilater l'oreillette gauche, le LA, là, c'est l'oreillette gauche, va dilater le ventricule gauche, va augmenter le débit cardiaque, et ça paraît un peu cohérent, puisque c'est un shunt qui va augmenter le retour veineux, et donc qui va augmenter la charge du ventricule et le débit cardiaque. Et puis, vous voyez qu'il y a une fraction d'éjection qui va devoir s'adapter, en augmenter un tout petit peu. Tout ça pour dire que l'effet du TIPS, il est connu. C'est une augmentation du retour veineux, une augmentation de la précharge ventriculaire gauche. Et vous avez vu que je vous ai parlé de la cardiomyopathie du cirrhotique, qu'elle soit sur le fait de la diastole et sur le fait de la systole, et qui est souvent masquée par une volémie contrôlée. Et à partir du moment où vous mettez le TIPS, eh bien, vous démasquez cette cardiomyopathie et finalement, vous augmentez le débit et la conséquence, ça va être la décompensation d'une dysfonction myocardique masquée, compensée, et qui fait que vous avez un patient qui va faire un tableau d'insuffisance cardiaque du fait de votre procédure. Et nous avons travaillé sur Toulouse avec l'équipe de Christophe Bureau sur justement essayer d'être capable de démasquer, de créer, de voir quel patient allait décompenser ou pas. Et je vous livre ici notre algorithme qui, vous allez voir, on reprend les termes barbares dont je vous parlais au début. Mais peut-être que le message qu'il faut retenir ici, c'est si vous avez un patient qui a un BNP bas, j'ai même pas mis normal, qui est bas, un BNP inférieur à 40 ou un NT-pro-BNP inférieur à 125, eh bien dans ces cas-là, a priori, il ne décompensera pas ce patient. Alors dans cet algorithme, on a dit qu'on faisait quand même une échocardiographie pour dépister une hypertension pulmonaire, mais même, moi je pense que si tout est normal, si le BNP il est bas, il n'y a pas d'hypertension pulmonaire, il n'y a pas de cardiomyopathie, et je pense qu'on peut y aller sereinement. En revanche, vous voyez que si le BNP est juste un peu ascensionné, dans ces cas-là, vous ne pouvez pas garantir que vous n'avez pas une cardiopathie sous-jacente. Et dans ces cas-là, on va rentrer, on va se retrouver avec les mêmes termes barbares qui nous ont servi à caractériser la cardiomyopathie du cirrhotique, à savoir les termes de la dysfonction diastolique, qui vont permettre de voir s'il y a une véritable dysfonction diastolique qui expose à un risque de décompensation ou s'il n'y a pas de dysfonction diastolique. Et puis, comme initialement, c'était quand même un peu l'objectif, la gestion des traitements cardiologiques, c'est une problématique qui, alors ça, pour le coup, ça on le sait, on embête tout le monde avec ça, parce qu'on met des trucs un peu partout, et que les gens aiment pas trop, et j'ai essayé de résumer ce qu'on faisait. Alors, s'il y avait un cardiologue dans la salle, je me ferais assassiner, parce que finalement, nous, on fait un peu de pression, un peu d'hémodynamique, du rythme et beaucoup de coronaire. Et donc, on pourrait résumer tous nos traitements à ça. Vous avez sur la gauche l'insuffisance cardiaque. Alors, l'insuffisance cardiaque, c'est simple, on la caractérise en fonction de la fraction d'éjection. Et bien, dès que la fraction d'éjection est normale, il n'y a pas de traitement, c'est pas la peine de vous prendre la tête. Et puis, dès qu'elle est altérée, et bien là, on a, vous voyez, les thérapeutiques qui apparaissent en vert, à savoir tout ce qui va bloquer le système rénine-angiotensine, voire aldostérone, avec les MRA, les bêta-bloqueurs. Et puis, ça, c'est les dernières recommandations. Vous allez voir arriver, on a trouvé des nouveaux trucs. On s'amuse un peu. Et puis, bien sûr, les diurétiques. On adore ça. Et puis au milieu, vous avez la problématique rythmique, au premier rang de laquelle l'AFA, et donc le traitement anticoagulant qu'on adore aussi. Et puis à droite, eh ben, les coronaropathies, et ça, dès qu'on peut aller trifouiller les coronaires, on le fait tout le temps, et donc on met beaucoup d'anti-agrégants plaquettaires, et on sait qu'on nous critique pas mal pour ça. Alors, je ne peux pas tout reprendre, mais je me suis focalisé sur quelques molécules qui nous gênent. Les bloqueurs du système rénine-angiotensine, je vous ai mis ici un essai où ça n'a rien à voir, mais ils avaient voulu voir si le losartan, un ARA2, un bloqueur, un antagoniste des récepteurs à l'angiotensine 2, pouvait avoir un effet sur l'hypertension portale. Et ce qu'ils montrent dans cette étude, c'est que finalement le losartan, il n'a pas d'effet sur le gradient véno-intrapulmonaire, donc ça marche pas, intra-hépatique, pardon, donc ça ne marche pas. Par contre, il va faire chuter la pression artérielle moyenne, et en fait la conséquence, ça va potentiellement décompenser, voire aggraver un syndrome hépatorénal. Et en fait, le message ici, c'est qu'on a exactement le même problème que vous. À savoir que nous, quand on met des IEC ou des ARA2, voire une association valsartan-sacubitril, qui est notre nouvelle association REL, là, on adore, eh bien, quand on met ça, à chaque fois, nous, notre problème, c'est la pression artérielle. Et au-delà de la pression artérielle, parce que nos patients, ils se baladent à 100 systolique, ça nous va très bien, ça nous a jamais gêné, c'est la problématique du rein.
Nous, les limites qu'on a sur l'introduction des IECRA2 et tout ce que vous voulez, c'est l'insuffisance rénale. Et finalement, c'est exactement la même problématique que vous. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on met la dose minimale tolérée, voire on les met pas si à chaque introduction, on a une poussée d'insuffisance rénale aiguë. Donc le message est de dire qu'on a les mêmes soucis que vous, et il faut pas se prendre la tête dans ces cas-là. Il faut reculer si on voit que c'est trop dosé, voire arrêter si on n'arrive pas à les maintenir. Et la problématique, du coup, je vous le disais, mais je répète ce que j'ai dit, la problématique, c'est le syndrome hépatorénal, et on a exactement la même chose, à savoir chute de la pression artérielle, diminution à minima du débit cardiaque dans le syndrome hépatorénal, et puis diminution des pressions capillaires. Bref, un tableau de bas débit qui explique l'hypoperfusion rénale, et dès qu'on introduit les IEC chez ces patients, en général, ils se cassent un peu la gueule, et souvent, on n'est même pas capable de les introduire. La problématique de l'insuffisance cardiaque et des systèmes d'adaptation neuro-hormonaux, finalement, ce sont des systèmes qui sont bénéfiques en aigu. Et du coup, l'idée, c'est de les bloquer en chronique. Mais au moment où on les introduit, on a toujours un effet délétère. Toujours une baisse de pression, toujours une créate qui morfle un peu. Et finalement, on a tous le même problème puisque vous avez une problématique d'activation des mêmes systèmes que nous. Enfin, un autre traitement qui peut poser problème, les bêta-bloquants. J'ai pas mis la meilleure slide et la meilleure étude pour discuter de cette problématique. L'idée est de dire que les bêta-bloquants, ça peut être potentiellement controversé et dans l'hépatopathie, on sait aujourd'hui que potentiellement chez les patients les plus graves, les patients infectés, on va avoir un effet délétère des bêta-bloquants. Et donc, ça dépend du stade évolutif de votre hépatopathie. Vous avez un peu la même chose avec le cœur, à savoir que plus vous aurez une cardiopathie évoluée, et plus votre bêta-bloquant potentiellement pourra amener à ce que votre patient se casse la gueule. Et on en revient toujours sur la problématique hémodynamique, hypoperfusion rénale, aggravation d'un syndrome hépatorénal. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, dans l'insuffisance cardiaque, les bêta-bloquants, on les introduit au compte-gouttes tous les 15 jours. Et moi, quand j'ai commencé, on les reconvoquait tous les 15 jours pour augmenter de 1, je sais pas combien, en faisant un électrocardiogramme, en prenant la pression pendant 4 heures. Vous montrer à quel point l'introduction de ces thérapeutiques nous pose exactement le même problème que vous, à savoir que potentiellement, ça va dégrader un état stabilisé. Et donc, dans ces cas-là, l'idée, c'est soit de reprendre progressivement la dose en essayant de titrer la dose, soit de les arrêter, comme nous on le fait, parce que de temps en temps, on ne peut pas mettre les bêta-bloquants. On aborde maintenant la problématique de la fibrillation atriale et au-delà de la fibrillation atriale, de l'anticoagulation mise par le cardiologue. Alors, l'anticoagulation, finalement, son rôle, c'est prévenir le risque thromboembolique. Et pour revenir sur la simple problématique atriale, il faut différencier la fibrillation atriale emboligène de la fibrillation atriale non emboligène. Emboligène, ça veut dire que votre patient il a déjà fait un événement. Non emboligène, ça veut dire que vous l'avez mis juste pour prévenir un risque théorique. Donc dans un cas, vous évaluez un risque et vous prévenez un risque théorique. Dans l'autre cas, eh bien, vous avez un patient qui a déjà fait un événement, vous êtes à haut risque thromboembolique et on se retrouve exactement dans la même situation qu'un patient qui a une valve mécanique, chez qui finalement, il est à haut risque thromboembolique. Et simplement, quand vous êtes face à une fibrillation atriale emboligène, il ne faut pas l'arrêter l'anticoagulant. Parce que c'est un patient, soit il a déjà fait un événement et donc il peut en refaire à n'importe quel moment. C'est comme un patient qui a une valve mécanique, il ne faut pas arrêter l'anticoagulant. Ceci étant, des fois on n'a pas le choix, ça on fait tous pareil ensuite. On pèse le pour, le contre, on essaie de limiter un maximum le temps sans anticoagulant. Mais le message qu'il faut retenir de tout ça, c'est que votre patient qui n'a jamais fait d'événement thromboembolique, dans ces cas-là, c'est juste une évaluation d'un risque théorique. Et le risque théorique, nous, alors déjà c'est fréquent, c'est un patient sur 3 au cours de la vie, et si on prend vos patients qui ont des hépatopathies qui dilatent leur oreillette, ils vont en faire un peu plus que la population générale, et dans ces cas-là, on va se retrouver avec des patients chez qui il va falloir qu'on évalue le risque thromboembolique. Alors déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que de temps en temps, ils n'ont pas ils ont pas un TP normal, ce qui fait que finalement, on pourrait se dire qu'ils sont déjà naturellement anticoagulés. Et donc, moi, je suis pas un ayatollah du truc à me dire il faut réanticoaguler quelqu'un qui a déjà un TP abaissé. Et l'idée, c'est que, en fait, finalement, on joue entre deux eaux. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ce qu'il y a dans le CHA2-VAS2, là, qui est le score qui nous sert à évaluer le risque embolique de nos patients. Et pour vous montrer comment on travaille, je vous l'ai mis, et c'est hyper grossier. C'est hyper grossier, on sait que c'est pas terrible. Et en fait, cette évaluation du risque, elle marche à l'échelle statistique, mais à l'échelle individuelle,
Ça marche plus du tout. C'est-à-dire que, faute de mieux, on utilise ça, mais on sait que c'est nul. Alors répétez pas ça à l'extérieur, parce que moi j'ai envie de garder mon taf, mais ça marche pas très bien. Tout ça pour vous dire qu'un patient qui a déjà fait un événement, un patient qui a une valve, il faut maintenir les anticoagulants. Un patient qui a jamais fait d'événement, vous pouvez les arrêter, aucun relais, rien du tout. Ça sert à rien de foutre de l'héparine ou ce que vous voulez derrière. Deuxième message, c'est de dire qu'on s'en fout du rythme, qu'ils soient en FA ou sinusal, ça n'a strictement aucun rapport. Et maintenant qu'on met des haltères implantables, on sait même que les patients, ils embolisent en sinusal. Tout ça pour vous dire que le risque thromboembolique, il dépend pas du rythme, il dépend en fait du fait que le patient ait déjà fait de l'arythmie. Et ensuite, s'il a été emboligène, il est à haut risque. S'il n'a pas été emboligène, c'est juste une évaluation statistique du risque. Et donc, si votre patient a un TP bas, c'est pas choquant que vous lui arrêtiez les anticoagulants. Si vous avez un geste invasif à faire, arrêtez les anticoagulants sans arrière-pensée. Sachez que s'ils sont à haut risque quand même thromboembolique, eh bien, vous avez l'alternative de la fermeture de l'auricule. Et comme les cardiologues, on aime bien mettre du matériel un peu partout. Eh bien, aujourd'hui, on a trouvé un endroit où on n'en avait jamais mis. Ça s'appelle l'auricule gauche. Et on va mettre du matériel dedans. Et on s'est aperçu qu'on fait aussi bien qu'un traitement anticoagulant. Et en plus, ça fait de l'acte. Donc, on est hyper content. Enfin, les coronaires. Et les coronaires, on vous apprend qu'il ne faut jamais arrêter les antiagrégants plaquettaires. Moi, j'ai appris la même chose. Mais en fait, il faut réfléchir à la coronaire différemment. La coronaire, il y a deux risques. Il y a un risque sténosant, d'accord, et il y a un risque de rupture de plaque. C'est pas du tout la même chose. Dans un cas, l'athérome est stable et ne fait que progresser, c'est une maladie chronique. Dans un autre cas, la rupture de plaque, c'est une pathologie inflammatoire avec un effet thrombotique direct. Et donc, du coup, en fait, il faut différencier ces deux événements. Un patient qui a fait un syndrome coronarien aigu, infarctus ou, un infarctus, un syndrome coronarien aigu. Un patient qui a eu un stent, c'est un patient... Oui, pourquoi le stent? Parce que quand on met un stent, on vous dit on stabilise la plaque. Ben non, on ne stabilise pas la plaque, il n'y a pas plus thrombogène qu'un stent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met 2 agrégants plaquettaires derrière. Ça stabilise que dalle. C'est au contraire. Hein, le mec, il n'a jamais été à plus haut risque qu'au moment où il a eu son stent. Mais bon. Et donc, l'idée, c'est de vous dire que s'il y a un patient qui a fait un syndrome coronarien aigu, le risque résiduel, c'est 1 an. En double antiagrégation plaquettaire pendant 1 an. On le sait, c'est inflammatoire, la plaque, elle est active, elle peut reboucher à tout moment. Quand on a foutu un stent, c'est la même chose. Alors maintenant, on a des stents qui s'endothélialisent un peu plus vite, mais ça, c'est le cardiologue qui vous dira, j'ai mis un stent qui s'endothélialise vite, un autre qui s'endothélialise un peu plus lentement. Par contre, si c'est un patient qui est coronarien, qui a jamais fait d'événement coronaire, qui a juste de l'athérome, vous en avez tous de l'athérome. J'en ai, et pourtant, la seule différence, c'est que vous le savez pas, et plus longtemps vous resterez sans le savoir, et meilleur ce sera pour vous. Parce qu'après, il y a des cardiologues qui vont vous voir, alors là, c'est la misère. Tout ça pour dire que vous pouvez arrêter les antiagrégants plaquettaires si le patient n'a pas fait un événement aigu dans l'année qui précède, et s'il n'a pas de matériel dans les coronaires, et si c'est juste quelqu'un qui a un peu d'athérome. Donc ça, c'est important. En tout cas, la double antiagrégation plaquettaire, on la met après un événement aigu ou après un stent, parce que le patient est à haut risque thrombotique. Voilà, donc ça c'était les situations dans lesquelles potentiellement on est appelé. Et pour terminer et pour ouvrir sur la discussion, je vais juste vous donner quelques situations dans lesquelles nous on vous appelle parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Alors ces situations, c'est typiquement, on l'a vu tout à l'heure sur la chirurgie hépatique, eh ben nous on a un problème sur la chirurgie cardiaque. Moi on m'a appris, attends, il a une hépatopathie, on n'y touche plus. On n'y touche plus, il faut plus le prendre, et on a une peur monstre du cirrhotique, mais même de tout ce qui touche le foie, on ne sait jamais s'il faut y toucher, parce qu'on se dit, une fois qu'on va avoir ouvert et que ça va être le bordel, si ça commence à pisser le sang, on ne sait plus comment il faut faire. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ils partent sur des circulations extracorporelles où ils sont anticoagulés à mort, donc derrière, si en plus il y a une hépatopathie, au moment où ils ferment, c'est souvent un peu le bordel. Donc ça, c'est quelque chose qui nous fait extrêmement peur, et il faut savoir qu'on a l'alternative de la prise en charge percutanéenne, qui nous permet maintenant de faire des procédures sur quasi l'ensemble des valves. J'exagère quand je dis ça, mais sur beaucoup de valves sans avoir à ouvrir. Et du coup, on a besoin de savoir si oui, on peut aller sur une procédure invasive chirurgicale ou s'il faut être mini-invasif via une procédure percutanée. Et puis un truc, nous, qui nous fait extrêmement peur... Arrêtez, vous foutez pas de ma gueule. Qui nous fait extrêmement peur, c'est de péter des varices œsophagiennes. Et alors, je vais vous dire, alors, vous y arrivez, vous voyez ce que vous faites. Nous, on y va les yeux fermés, comme ça. Et moi, j'ai pas pété beaucoup d'œsophage, j'en ai pas pété d'ailleurs, mais dans mon centre, moi, tous ceux que j'ai vu péter, c'est 100% de mortalité. 100%.
Il y en a jamais un seul qui a survécu, jamais. Et donc c'est la hantise des gens qui se forment, c'est la hantise de l'ETO, on a peur des varices œsophagiennes. Et moi, quand je les envoie à nos hépatos, ils nous disent, tu nous emmerdes, fais ce que tu veux, de toute façon, tu peux le faire. Donc on le fait, mais on a peur. Donc voilà, c'est ce type de situation dans lesquelles cardiologues et hépatologues peuvent interagir. Et donc vous voyez qu'il y a des interactions cœur-foie avec des effets systémiques qui sont communs, on a les mêmes problèmes, et véritablement, nous, on peut être sollicité pour la prise en charge de la cardiomyopathie et de l'hypertension portale, et des médications cardiologiques, et potentiellement vous pouvez nous aider dans d'autres situations. Je vous remercie pour votre attention.